Bonjour à toutes et à tous. Pour prolonger notre dossier sur les volcans, aujourd'hui dans ce nouveau Café Science, nous allons nous intéresser aux risques qu'ils représentent pour les populations. En effet, les volcans sont à l'origine de catastrophes naturelles meurtrières et pourtant, les hommes ne cessent de s'installer et de se réinstaller sur leur flanc comme s'il n'y avait pas de mémoire, comme du risque ou encore du passé. Et ça concerne aussi la population française. Peut-être un peu moins les Auvergnats, encore qu'on en parlera, mais certainement les populations des Antilles françaises, à savoir la Martinique et la Guadeloupe, et aussi, dans un autre endroit, dans l'océan Indien, bien sûr, la population de l'île de la Réunion. Des volcans et des hommes, ou plutôt des hommes et des volcans, mais on peut dire les deux, c'est le thème de ce nouveau Café Science. Générique. Voilà, bonjour à tous, car cette émission est en public et je vous présente tout de suite nos deux invités. Jean-Christophe Komorowski, bonjour. Bonjour. Vous êtes physicien et volcanologue à l'Institut de physique du globe de Paris. Vous avez co-signé un livre intitulé Le volcanisme, cause de mort, source de vie. Et vous avez également activement participé au bilan mondial 2015, c'est le dernier bilan sur la réduction des risques de catastrophes sur la planète. C'est un bilan qui a été fait sous l'égide des Nations Unies, c'est bien ça? C'est ça, oui. Tout de suite, j'aurais vous poser une question sur un volcan qui nous touche tous, je pense, parce qu'il n'est pas très loin de chez nous, en Italie, c'est le Vésuve. Est-ce que les volcanologues sont capables aujourd'hui de nous dire si le Vésuve va rentrer en éruption ou pas? Ça dépend ce que vous appelez capable. On sera capable de prédire une réactivation du volcan. Il est actuellement à un stade très bas d'activité, mais on ne pourra pas dire exactement l'heure, le jour, le type d'éruption qu'il aura une fois qu'on aura montré qu'il est dans un stade d'activité anormale. Donc, et il faut rappeler que ce volcan menace la ville de Naples, donc beaucoup d'habitants, qu'il a été à l'origine aussi de la catastrophe de Pompéi en 79. Oui, c'est ça. Et puis ensuite, il y a eu d'autres grandes éruptions aussi. Donc, en tout cas, il représente une menace très réelle aujourd'hui, même si vous ne savez pas à quel moment ça peut se produire. Tout à fait. C'est un des volcans les plus dangereux au monde, en fait. D'accord. Brice Gruet, bonjour. Vous êtes spécialiste de géographie historique et culturelle à l'université Paris-Est Créteil. Et en gros, si je peux me permettre, vous essayez de comprendre les comportements des hommes face aux risques naturels et également, bien entendu, des volcans. Alors, on parlait du Vésuve, justement. Comment vous pouvez m'expliquer, vous, que les Napolitains restent sur les flancs de ce volcan qui est quand même extrêmement dangereux? Comment on peut expliquer ça? Parce qu'il y a plus d'avantages en fait que d'inconvénients tout simplement à vivre près du Vésuve. Et surtout, il y a toute une culture aussi qui s'est constituée autour du volcan. Ça semble un peu paradoxal, mais c'est la réalité quotidienne des Napolitains. Et puis d'ailleurs de toutes les communes qui vivent autour aussi du Vésuve. Donc c'est incroyable, il y a un risque énorme, mais il y a une culture qui est encore plus forte que la conscience du risque, qui fait que les gens restent là. Oui, tout à fait. C'est exactement ça. Et en fait, ça s'est constitué au long de pas mal de siècles. Donc ça reste encore tout à fait vivant maintenant aussi, cette culture du risque typiquement napolitaine. D'accord, on va avoir l'occasion d'en reparler dans le détail dans cette émission. Et puis bien sûr, je vous le disais, cette émission est en public, le public peut poser ses questions. Et nous allons également poser les questions que vous nous avez proposées sur les réseaux sociaux, Anaïs. Et oui Fred, les internautes ont posé leurs questions sur notre site internet l'espritsorcier.org ainsi que sur Facebook et sur Twitter, #EspritSorcier. Et on commence tout de suite alors. Et oui, on a déjà une première question de Pierre sur internet qui va lancer un peu la discussion. Il demande, c'est quoi un volcan dangereux? Bah oui, c'est une bonne question quand même pour bien savoir de quoi on va parler, parce que des volcans actifs, on en connaît beaucoup sur la planète, mais lesquels sont dangereux? C'est une question pour vous, ça. Oui, entre autres, ça implique aussi les sciences humaines. Un volcan, en fait, il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, l'aléa, c'est-à-dire la menace, le phénomène dangereux, Oui. et le risque. Donc, vous pouvez avoir un volcan qui est dangereux parce qu'il a une activité qui est violente, Oui. typiquement, mais s'il est positionné loin des populations ou que c'est les produits qu'il... Il y a des risques pour personne. Il y a des risques pour personne. Et donc, je pense qu'il faut plutôt parler de volcans qui posent des risques que de volcans qui sont dangereux, parce que l'essentiel des phénomènes volcaniques
sont dangereux, c'est-à-dire que ce sont des phénomènes à haute température, des vitesses importantes, qui éjectent des matériaux solides à des grandes distances, etc. La soufrière de Guadeloupe est un volcan dangereux parce qu'il menace directement 10, 20 000, 30 000 personnes. Et c'est un volcan très dangereux pour la Guadeloupe puisque l'essentiel de la population est proche du volcan. Et le Vésuve est un volcan très dangereux parce qu'il menace des centaines de milliers, voire quelques millions de personnes. Donc après, c'est un problème d'échelle en fait. Je pense qu'il n'y a pas de... C'est relatif. Est-ce que c'est aussi votre définition d'un volcan dangereux? C'est vrai que la proximité de la population, c'est vraiment le critère le plus important. Si ça se passe dans un endroit désert, ça peut être spectaculaire pour les observateurs, mais il n'y a pas de conséquences graves. Le fait que le Vésuve soit juste à côté de Naples, plutôt que Naples soit juste à côté du Vésuve, ça pose d'énormes problèmes de prévention et de surveillance, parce que c'est la deuxième région métropolitaine d'Italie, après Milan. Donc il y a à peu près 2 millions de personnes qui vivent à côté du Vésuve et des champs phlégrins, qui est une plaine volcanique. On va en parler, ça ce sont les super volcans, on va en parler un peu plus tard dans l'émission. C'est vraiment situé dans un endroit qui est très très critique et c'est une région qui est extrêmement développée au niveau économique, etc. Donc on ne peut pas décider de déplacer comme ça. Donc on sait que ça pose des problèmes. Jean-Christophe, dans le bilan mondial de l'ONU, vous dites que les risques volcaniques ont augmenté au cours des dernières décennies et continueront de le faire. Pour quelles raisons? À cause de la croissance démographique. Et il y a 800 millions de personnes qui vivent à moins de 100 km d'un volcan actif dans les derniers 10 000 ans. Oui. Ce qu'on appelle aussi un volcan vivant. Et on sait qu'il y a beaucoup de volcans actifs sur des îles, sur des pays insulaires, et du coup, les populations sont souvent coincées entre le volcan et la frange côtière. Et donc, c'est le cas aux Antilles, par exemple. Il y a évidemment un développement important de nombreuses régions du monde dans lesquelles les volcans sont très présents. Donc, ça ne fera qu'augmenter. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire quelque chose pour être moins vulnérable. Donc on a quand même des connaissances scientifiques, notamment qui nous permettent de connaître de mieux en mieux les risques, mais malgré tout, les populations continuent d'affluer dans ces régions. Oui, c'est ce qui se passe. Donc ça paraît un petit peu contradictoire quand même. Parce qu'il y a un problème de place. Il y a un problème de place. Par exemple, l'Indonésie, qui est un pays où il y a la plus grande densité de volcans, à peu près 140 volcans actifs. Le Japon aussi. Regardez au Japon la taille du pays, et si vous placez les volcans, vous voyez que les populations, le Japon se développe énormément. Les populations ont besoin d'espace, et elles envahissent des espaces naturels qu'avant elles n'envahissaient pas, pour des raisons de pression économique, démographique et de besoins d'exploitation et de recherche de ressources. D'accord. Et est-ce que vous les connaissez bien, quand je dis vous, de façon générale, les volcanologues, est-ce que vous les connaissez bien, les volcans dangereux, ou est-ce qu'il y en a beaucoup que vous ignorez, peut-être? Alors, on les connaît de mieux en mieux. Je peux vous donner un chiffre, par exemple, sur il y a à peu près 40% des volcans actifs dangereux dont on ne connaît des informations que depuis 1900. L'an 1900. C'est-à-dire qu'on sait bien que plus on remonte dans le temps, plus l'information devient parcellaire et difficile à valider et à intégrer. Et donc, moins on connaît bien le volcan. Le volcan, il ne faut pas le connaître sur un siècle ou 2 siècles. Ce sont des objets géologiques qui mettent peut-être plusieurs centaines de milliers, des millions d'années à se former. Donc, il faut qu'on arrive à améliorer la connaissance de ces objets géologiques et remonter le plus loin possible dans le temps. Et puis il y a des fois, on se trompe complètement. Par exemple, le volcan le Sinabung en Indonésie, il entre en éruption en 2010, alors que tout le monde est convaincu que c'est un volcan endormi. Alors c'est ce que l'état de la connaissance laissait interpréter à l'époque, c'est-à-dire qu'il n'avait pas fait d'éruption magmatique, c'est-à-dire avec production de magma comme ce qu'il fait depuis 2010, depuis plusieurs milliers d'années. Et sa dernière petite éruption non magmatique, c'est-à-dire surtout une émission de cendres liée à la pressurisation des nappes phréatiques, avait lieu il y a à peu près 4 à 500 ans. Donc c'est assez loin dans la mémoire collective. Et par rapport à d'autres volcans indonésiens qui entrent en activité tous les ans ou tous les 2 ans, eh bien forcément ce volcan était devenu jugé beaucoup moins grave, beaucoup moins actif, beaucoup moins vivant que les autres volcans connus d'Indonésie. Mais ça veut dire que c'est difficile de distinguer un volcan actif d'un volcan endormi? Oui, bien sûr. C'est pour rassurer les Auvergnats, là. De toute façon, Non, mais parce que dernière éruption en Auvergne, allons-y. À peu près 7000 ans. 7000 ans dans la région du lac Pavin.
Ouais. Ce qu'il faut différencier, c'est que les volcans, par exemple, dans l'Auvergne, ce n'est pas comme le Vésuve, ce sont des petits édifices. Il y a quelques grands édifices, mais qui n'ont pas fait d'éruption depuis des dizaines de milliers d'années. Ouais. Mais le lac Pavin, c'est un tout petit volcan. C'est-à-dire que la probabilité que ce petit édifice-là entre à nouveau en éruption est faible. Par contre, la région est active et il peut y avoir un nouveau lac Pavin pas très loin. Donc ce sont des zones actives et c'est pour ça qu'elle est classée relativement élevée sur l'échelle de risque, la zone l'Auvergne, dans ce nouveau rapport. Ah oui, hein, Tout à fait. quand même. D'accord, on aura l'occasion de faire une émission spécialement et un dossier spécialement sur ce sujet bientôt. Alors parmi les menaces, il y a quand même les nuées ardentes dont on parle, mais ça prend toutes sortes d'allures en fait. On peut avoir des coulées de boue. Alors c'est comme ça en aussi Colombie. la particularité du volcanisme, hein, c'est qu'on a une diversité de phénomènes dangereux et qui se développent sur une grande échelle de temps et d'espace. Et pendant la même éruption, vous pouvez avoir une grande variation de l'activité. Donc c'est tout ça qui rend Le plus dangereux pour les hommes, c'est qu'on parle souvent des nuées ardentes. les nuées ardentes. Ça va très très vite, ce sont des nuages de gaz et de poussière qui descendent tout le temps. Qui dévalent les flancs des volcans, mais vous n'avez Très pas vite. besoin d'avoir un volcan très élevé pour avoir des nuées ardentes qui vont très loin. Il y a des effets extrêmement dangereux également en Islande, où on a ce mélange de feu et d'eau. Avec ces réserves qu'on connaît mal, ces réserves d'eau qui sont finalement cachées sous les glaciers. Oui, alors là, ça crée ce qu'on appelle les Jökulhlaup. Ce sont des coulées de boue gigantesques, très volumineuses, qui charrient des morceaux de glacier en fait, hein, et qui proviennent effectivement de l'éruption d'un volcan sous la calotte glaciaire. Et c'est ça le phénomène le plus dangereux en Et difficile Islande. à connaître parce qu'en plus c'est dissimulé en dessous quand même, non? Oui, mais c'est assez bien contraint. Ouais. Les Islandais ont développé des réseaux de surveillance très importants. Ils ont la capacité de lancer des alertes de manière très effective. Et il y a eu peu de victimes dans les derniers siècles, ou disons les dernières décennies, liées à des Jökulhlaups. Mais c'est un phénomène qui demande une attention particulière et une réactivité de la société et de la société civile très forte, quoi. D'accord. Anaïs? Oui, on a déjà une petite question dans le public. C'est Abderrahim qui voudrait poser sa question. Ah, Alors, qu'est-ce une que tu voulais petite demander? question. Vas-y, c'est à toi. Est-ce que les dinosaures sont morts à cause des volcans? Ah, on sort un tout petit peu là-dessus. Non, c'est le risque, hein, risque pour les populations. À l'époque, la population dominante, c'était celle des dinosaures. Alors, est-ce que les dinosaures sont morts à cause des volcans? Alors, il y a deux interprétations. Il y a deux interprétations. Et je n'ai pas suivi les derniers débats. C'est probablement une conjonction de deux grands phénomènes géologiques. Une météorite un impact de météorite au Mexique. Et puis des éruptions volcaniques pendant des siècles et des siècles en Inde et qui ont perturbé le climat évidemment et Plusieurs causes. occasionné la fin des dinosaures et l'avènement des mammifères évidemment. Ouais, Donc, c'est ça. volcan, source de mort, source de vie, c'en est une des belles évidences. Alors, Brice Gruet, comment expliquer que, j'ai un chiffre, on dit que 800 millions de personnes de par le monde vivent proches des volcans, peut-être sous la menace d'un volcan. C'est quoi, il n'y a pas de mémoire collective? Le gros problème, c'est les ruptures de mémoire entre ce que les populations locales peuvent savoir, ce que des gens extérieurs aussi peuvent savoir ou ignorer, et la façon dont tout ça se rejoint ou pas. C'est-à-dire que dans certains cas, on a aussi des pertes de mémoire locale, parce qu'il y a des mouvements de population, ou parce qu'on substitue une culture à une autre aussi. Oui. Et en fait, dans le cas de Naples, justement, il y a une culture écrite très ancienne. On a même les archives qui remontent au XVIIe siècle, mais il y a même des archives encore plus anciennes qui parlent des éruptions du Vésuve. On a des choses très détaillées. En tout cas, on peut essayer de tirer profit de tout ça, mais dans certains cas... Enfin, pour le Vésuve, il suffit de regarder les affiches de cinéma pour savoir qu'il y a une menace, hein, quand même. Alors que pour certains volcans dans le monde, peut-être que c'est totalement oublié parce qu'il y a eu peut-être des siècles qui sont passés où on n'a pas transmis. Ça peut être ce qu'on appelle de l'ethnoscience aussi, c'est-à-dire que justement, les savoirs vernaculaires, disons, qui ne sont pas forcément des savoirs scientifiques, peuvent aussi avoir leur validité, leur importance. Mais il faut prendre la peine d'aller interviewer les populations et de comprendre leur façon de comprendre les C'est ce que vous phénomènes. faites, vous? J'essaie de le faire, oui, mais c'est pas facile, parce qu'il y a une question justement de compréhension de ces traces et de ces témoignages-là. D'accord. Quelle est la principale raison pour laquelle les hommes et les femmes, enfin les familles, les populations, restent à vivre sur les volcans? C'est quoi la principale raison?
La principale raison, celle qu'on peut mettre en avant quand même, et justement ça rejoint l'expression facteur de mort et de vie, c'est que ça peut aussi créer des terrains très très fertiles. Et ça a beaucoup désarçonné les anciens parce qu'ils comprenaient mal comment un phénomène aussi destructeur, aussi violent, puisse juste après faire redémarrer la nature avec une force incroyable. C'est incroyable parce qu'après des éruptions, après des coulées de lave, il n'y a plus rien. Il n'y a plus du tout de végétation et ça reprend très très vite. Ça dépend de la nature des matériaux. Enfin, ça reprend très vite, oui. Ouais, ça dépend vraiment de ce qui Mais ça veut dire qu'on se retrouve avec du calcium, du potassium, du sodium. Vous avez des sols extrêmement riches. On dit qu'en Indonésie, je crois, on arrive à avoir des cultures de riz 3 fois par an grâce à ça. Tout à fait, oui. Oui, tout à fait. Sur le Merapi, par exemple, qui est au centre de Java, on a des rizières à peu près à 1000 mètres d'altitude sur un volcan qui fait 2000 mètres. Et c'est incroyable. Il y a pratiquement, il y a que les parties pentues qui sont encore naturelles. Tout a été aménagé pour permettre à plus de 2 ou 3 millions de personnes de vivre sur ces volcans. Donc en 2010, il y a eu une éruption importante qui a eu lieu. On a évacué près d'1 million de personnes préventivement. Et c'est vrai que ce volcan, lorsqu'il n'est pas en éruption, eh bien, il permet un foisonnement de vie à des millions de gens. Et c'est comme ça partout dans le monde. C'est la raison, c'est ce qu'on constate dans le monde entier, c'est en général pour la fertilité. En tout cas, c'est quelque chose qui revient souvent, oui, bien sûr. Et surtout, alors, ce qui se passe aussi, c'est que ça change d'une génération à une autre. Mais si une génération est affectée par une éruption, il y aura peut-être 10, 15, 20 générations qui n'auront pas à en souffrir. Et il y a une sorte de calcul collectif qui peut être implicite, c'est-à-dire que les gens n'en parlent pas, mais ils ressentent que leur intérêt va plutôt dans le fait de rester que de s'en aller, quoi. Anaïs ? Oui, alors les volcans, ça semble être un sujet qui fascine les enfants. Gabriel, qui a 6 ans, nous a demandé sur Internet si la pierre ponce vient vraiment des volcans. Alors, la pierre ponce, elle vient d'où? On la connaît d'Italie, les îles... Ponce, ça. Sur les îles éoliennes, c'est ça? Les îles éoliennes, et puis, oui, bien sûr, ça vient des volcans, ouais. D'accord. Et c'est une richesse? Oui, il y a plein de matériaux. Catane et Naples sont construites avec des pierres volcaniques. C'est ce qui donne même la couleur particulière à ces villes-là. Dans le cas de Catane, c'est une pierre noire qui est très impressionnante. Dans le cas de Naples, on a le tuf jaune et le tuf gris. Toute la ville en est faite. Donc ça aussi, ça fait partie de la chair même de la ville, quoi. Anaïs? Alors, Benjamin nous demande si on pourrait développer la géothermie aux abords des volcans. Alors, ça aussi, c'est une fait. richesse. Oui, bien sûr, mais ça se fait depuis en Islande. Oui, depuis des décennies, voire peut-être même un siècle. Je ne me rappelle pas quelle est la première installation géothermique, mais ça existe en Italie depuis très longtemps. Je pense que les Romains déjà utilisaient la géothermie pour leur bain chaud au pied du Vésuve. Et dans d'autres pays aussi. Donc bien sûr, ça se développe. Justement, en Campanie, la balnéothérapie, elle existe depuis l'Antiquité. Il y a des bains qui ont été détruits par l'éruption du Monte Novo en 1538, mais on a des manuscrits qui décrivent de manière très détaillée toutes les constructions qu'ils avaient faites pour justement profiter des sources chaudes, des eaux soufrées, etc., etc. Donc il y avait vraiment là aussi une culture médicale qui était liée aussi à l'activité tellurique. J'aimerais qu'on avance un peu pour savoir dans quelle région du monde, en fait, on est le plus exposé au volcan. Quelles sont les régions les plus dangereuses? Mais il y a peut-être plusieurs critères pour ça. Alors, dans ce rapport justement auquel vous faisiez allusion, qui a été publié par les Nations Unies, on a utilisé 2 mesures. Un critère assez classique, qui est de compter le nombre de personnes. De volcans actifs. Alors, bien sûr, une fois qu'on a identifié les volcans actifs, les classifier en termes de degrés de dangerosité, etc., de quantifier combien de personnes vivent à 30 km de distance d'un volcan actif. Parce que 30 km, ça représente une distance sur laquelle il y a un assez grand nombre des phénomènes à risque volcanique qui peuvent se développer. Et on a un certain chiffre, et donc on peut classifier les pays, et selon ce critère-là, donc c'est la population totale d'un pays, d'accord ? Et on voit que l'Indonésie représente 70% des risques volcaniques de la planète. Après, il y a les Philippines pour une dizaine de pourcents, le Mexique et le Japon. D'accord ? Donc, grosso modo, l'Asie du Sud-Est, ça représente près de 90% des risques pour les populations. Avec ce critère-là. Avec ce critère-là, l'Italie n'est pas très loin d'ailleurs, je crois. Les 8e ou 9e, oui. D'accord. Et c'est la première région d'Europe. Voilà.
Par contre, mais on s'est rendu compte que ce critère-là, il est biaisé parce que vous avez de nombreux pays insulaires, de nations insulaires, de petits pays qui sont juste des îles et pour lesquels l'essentiel de la population, 90%, 100% de la population de ce petit pays est dans ce périmètre de 30 km. Et donc là, vous imaginez bien que si une île, un pays, une nation insulaire à 100% de sa population qui est vulnérable du coup, le coût pour cette population-là est énorme, beaucoup plus que pour un pays où la résilience est un peu plus importante. Donc si on utilise ce critère, c'est la proportion de la population totale du pays qui est dans les 30 km. On a un classement totalement différent. Et là, les 5 pays les plus à risque, ce sont les pays des Antilles, des Antilles anglaises et des Antilles françaises. Donc Montserrat devient le premier, donc c'est un territoire d'outre-mer anglais, mais Montserrat, la Guadeloupe, la Martinique. J'aimerais qu'on m'arrête un petit peu alors sur nos volcans français, qu'on refasse un petit peu un point sur les risques. Alors, on va commencer par la Martinique, c'est la montagne Pelée. La montagne Pelée, c'est 1902, c'est une énorme éruption, c'est presque 30 000 morts, c'est ça ? C'est ça. Entre le 8 mai et le 30 août 1902, 30 000 morts, c'est la plus grosse. Personne n'y échappe. Si, 2 personnes, je crois. 2 personnes, on cite toujours une personne qui était emprisonnée, qui a réussi dans sa cellule. C'est ça. Et peut-être une petite fille, mais ça Mais c'est tellement violent, c'est tellement brutal, ça va tellement vite que toute la population disparaît. C'est surtout que les administrations n'ont absolument pas réagi comme il aurait fallu et donc ont totalement minimisé les signes avant-coureurs. Et donc après, c'était trop tard. Enfin, je ne sais pas si. C'est une partie de la réponse. On est en 1902 quand même. Est-ce qu'on a les moyens scientifiques ? Il y a des observations qui ont été minimisées, effectivement, pour différentes raisons. Il n'y a pas que la raison politique, je pense. 1902, le 5 mai 1902, 3 jours avant la nuit ardente qui a tué tout le monde, la première manifestation du volcan a tué l'essentiel de la population, on avait remarqué de l'incandescence au sommet de la montagne Pelée. Et donc, il y a eu des commissions scientifiques qui ont été lancées, il y a eu des groupes de scientifiques qui sont montés, des pharmaciens, des médecins, etc., des ingénieurs. Ces personnes-là n'ont pas interprété correctement, à cause du manque de connaissances à l'époque, et peut-être d'une certaine... ils ont minimisé, effectivement, ils n'ont pas interprété ça comme présence de magma à la surface, mais ce n'est pas parce qu'on a du magma à la surface au sommet de la montagne Pelée qu'on va forcément avoir une nuit ardente comme celle du mai 1902. Mais quel risque aujourd'hui représente-t-elle la montagne Pelée pour la population ? Alors la montagne Pelée, il y a plusieurs critères, mais par exemple, on sait que c'est un volcan qui fait à peu près 3 éruptions magmatiques par 1000 ans. Donc c'est un volcan qui représente un danger évidemment important pour les populations de Saint-Pierre, mais il y a eu, suite à l'éruption de 1902, on a réaménagé le territoire de manière différente. Donc il y a moins de personnes en fait à risque autour de la montagne Pelée, de fait aussi de la physionomie du volcan, que sur la soufrière de Guadeloupe, qui lui est peut-être un peu moins actif que la montagne Pelée, mais les résultats des travaux qu'on a développés depuis une quinzaine d'années à l'Institut de physique du globe de Paris, et dans un projet que j'ai coordonné avec mes collègues, on a montré que le volcan de la Soufrière est 3 fois plus actif que ce qu'on pensait avant. D'accord, la Soufrière, donc en Guadeloupe. Donc on a identifié beaucoup plus d'éruptions explosives violentes qu'on ne le savait avant, et donc c'est vraiment une question de connaissance et puis de physionomie du volcan et de positionnement des populations. L'un et l'autre, qu'on parle de la montagne Pelée en Martinique ou la Soufrière en Guadeloupe, est-ce qu'à tout moment, ces 2 volcans peuvent se réveiller et provoquer des éruptions dangereuses pour les populations ? Ce n'est pas à tout moment, c'est-à-dire qu'on va avoir une période de réactivation. C'est un peu comme une maladie qui se développe chez quelqu'un, ce n'est pas instantané. Est-ce que les premiers symptômes peuvent apparaître demain ? Pas avoir une éruption sans prévenir demain, bien sûr, mais est-ce que les symptômes peuvent apparaître demain ? Alors, je vous pose une question piège, faites attention à ce qui va se passer demain. Je sais bien. Alors sur la soufrière la montagne Pelée a un niveau d'activité très, très bas, très peu d'activité sismique. Pas d'évidence de déformation de l'édifice, aucun signe de dégazage du magma qui est à 6-7 km de profondeur, pas de fumerolles au sommet, etc. Elle est à un niveau très faible d'activité, on va dire, de base, bien sûr pour le moment. Donc avant qu'il y ait une éruption type celle de 1902 ou 1929, ça prendra quelques années, peut-être une décennie. On va voir un certain nombre de signes avant-coureurs, mais on ne pourra pas dire, quand on va commencer à voir ces signes avant-coureurs, on ne pourra pas vous dire exactement quand est-ce que l'éruption
l'éruption va avoir lieu. D'accord. Donc, Mais on peut considérer qu'il y ait une éruption de la même ampleur que ce qu'il y a eu en 1902, même si aujourd'hui on a les moyens d'évacuer les populations, le savoir sûr, avant, tout à fait. etc. Et tout. Bien sûr. On peut imaginer que la situation se passe pareil, donc avec des risques, même si Bien sûr. la population peut être évacuée, avec des risques de destruction absolument terribles. Brice, comment on arrive à expliquer qu'à Saint-Pierre, les gens sont venus reconstruire au même endroit et se réinstaller au même endroit? Je ne connais pas trop bien le contexte local, mais il y a aussi... Ils auraient pu repartir à l'autre bout de l'île. Oui, je pense qu'il peut y avoir une certaine forme d'inconscience aussi dans certains cas. C'est-à-dire Inconscience. que, oui, il peut y avoir de l'oubli aussi par rapport à ce genre de traumatisme. 1902. Oui, mais ça peut aller assez vite. C'est ça le problème aussi, c'est que l'aspect mémoire dans ces événements-là, il est très très important. Et puis alors, l'autre chose sur laquelle je voulais revenir, c'était l'idée même de risque. C'est un concept qui est assez récent et qui est très centré sur une culture qui est la culture occidentale. Si on sort de ce contexte-là, on peut même nous calculer le risque en termes statistiques, etc. Mais il y a pas mal de cultures pour lesquelles ça n'a aucun sens. Parce que le rapport à la mort et à la vie est différent, parce que les statistiques n'ont aucun sens, et parce que les gens cherchent un intérêt qui est d'un autre ordre. Donc ça peut sembler bizarre, mais justement, en ayant travaillé sur des sociétés vraiment très anciennes, voire antiques, on voit bien qu'on parle de danger, on va aussi inventer des mythes, ou en tout cas expliquer avec des mythes ce qui arrive, mais on le considère comme normal. D'accord. C'est ça aussi. C'est une sorte de fatalisme ou pas? Non, c'est pas du fatalisme justement. C'est-à-dire que ça fait partie du tableau. Comme on parlait tout à l'heure des ressources qui pouvaient être vraiment une source de richesse importante, le danger que ça représente fait aussi partie du schéma. Et on l'accepte. C'est-à-dire qu'on accepterait un accident, on accepterait de voir disparaître des gens, des amis, des proches, etc. Oui, et tout, Ouais. parce que ça fait partie de la règle de vie sur les volcans. Mais pas que les volcans, c'est-à-dire que si on est dans un environnement qui est globalement dangereux, qui peut aussi y avoir la maladie, la guerre et toutes sortes de choses que nous on a essayé d'éliminer, pour ces sociétés-là, ça fait partie aussi effectivement de leurs calculs. Et quand je vous parlais tout à l'heure de calculs collectifs, c'est qu'on accepte ça non pas par fatalisme, mais parce qu'on pense qu'on va en tirer un profit supérieur. Et il y a une certaine forme de grandeur là-dedans, parce qu'on affronte, on parlait du Japon. Le Japon, c'est un des pays qui a le plus d'aléas, toutes catégories confondues au monde. Et pourtant, il y a plus de 100 millions de Japonais, c'est un des pays les plus riches au monde. Enfin bref, ils ont réussi quand même à encaisser pas mal de problèmes, dont le dernier était quand même Fukushima, etc. Donc ça veut dire qu'en dépit d'un environnement extrêmement hostile selon nos critères aussi d'Européens, on peut bâtir des sociétés extrêmement sophistiquées, très riches, etc. etc. Il n'y a pas de contradiction. Pour en finir, j'allais dire avec la Martinique et la Guadeloupe, si je vous ai bien compris, pour vous, il y aurait plus de risques aujourd'hui en Guadeloupe qu'en Martinique avec la montagne Pelée? Actuellement, la Guadeloupe pose un certain nombre d'interrogations. C'est pour ça qu'on a depuis un certain nombre d'années augmenté les moyens de surveillance, parce qu'on a un niveau d'activité qui est un petit peu au-dessus du niveau de base depuis maintenant près de 15 ans. Donc il y a l'activité du volcan, donc la Soufrière qui a une activité un peu plus développée actuellement que la montagne Pelée, mais en même temps, le risque lié aux populations, c'est-à-dire que Saint-Pierre serait moins vulnérable que Basse-Terre. Oui, parce qu'il y a moins de personnes qui sont revenues à Saint-Pierre. Il y a eu 30 000 morts, on va dire, pour faire simple, dans Saint-Pierre-Morne-Rouge. Actuellement à Saint-Pierre, il y a 5 000 personnes qui vivent à Saint-Pierre. Et quand vous allez à Saint-Pierre, vous vous rendez tout de suite compte que vous êtes dans un territoire qui est marqué par la catastrophe du passé. Il y a un certain renouveau, évidemment, pour essayer. Mais vous sentez bien. Ce n'est pas autant peuplé. Non, tout à fait. Alors que, justement, en Guadeloupe, les études qu'on a menées dans ce projet ont montré que la tâche urbaine, c'est-à-dire l'ampleur de la zone urbanisée sur les flancs du volcan, a doublé depuis 1950. Et il y a plus de développement sur la zone proche du volcan qu'en 1950, et ce malgré l'éruption entre guillemets avortée, en tout cas la crise éruptive de 1976. Donc il y a un réel problème sur la Soufrière, pas uniquement parce que le volcan menace du jour au lendemain, mais parce que on a augmenté les enjeux, le nombre de choses qui sont exposées à la population, le bâti, les systèmes sociétaux, les systèmes de fonctionnement, la préfecture, les hôpitaux qui sont sur les flancs du volcan, et une université qui est à 2,5 km du sommet du volcan, dans la zone... Enfin bref, donc si vous voulez, ce n'est pas le volcan qui a forcément grandement changé. Évidemment, on a plus d'informations sur son activité, donc on n'est plus préoccupé parce qu'il a eu des éruptions beaucoup plus importantes par le passé qu'on ne le pensait.
Mais c'est surtout l'occupation humaine, l'aménagement du territoire qui ne prend pas du tout ça en compte. Attendez, il y a quelque chose quand même, je voudrais qu'on s'arrête 2 secondes, qui me paraît assez fou. C'est qu'on construise, on disait tout à l'heure, que les populations soient attirées par les flancs des volcans parce que c'est plus fertile, ça se comprend, des agriculteurs peuvent venir, toutes sortes de personnes. Mais là, ce sont des choix qui sont politiques et administratifs où on va décider de construire une université. Là, on ne pourrait pas la construire 40 km plus loin. Comment on explique ça? Là, c'est une question plus typiquement géographique, c'est-à-dire que ce qu'on appelle la dynamique urbaine et l'extension urbaine, ça obéit à des motifs qui sont en général complètement à côté de ce qui est naturel. Donc, surtout en Italie, par exemple, où il y a beaucoup d'illégalité dans la construction, Ouais. ce sont des forces économiques tellement puissantes que ça passe complètement outre le domaine du risque. Donc, même, enfin, on peut prendre n'importe quel pays où vraiment c'est plutôt le contexte politique, social, économique qui est premier. Et la nature... Qui elle prend le suit pas, vraiment. on ne s'occupe pas de la nature. Pas trop. C'est un peu inconscient, c'est même complètement inconscient. Oui, mais si vous prenez le cas des normes antisismiques qui ne sont pas respectées, par exemple, pour des questions d'économie, et Oui. que lorsque le séisme survient, tout s'effondre parce que voilà, on n'avait pas prévu, Oui. là, c'est une forme d'irrationalité économique totale. Un autre problème, c'est que les décideurs, les politiques, et probablement les populations aussi, pour aussi ces raisons de développement culturel, de mythes, etc., ont une croyance, et j'utilise le mot, ont une croyance exagérée dans la capacité de la science et de la Ah ouais. technologie à prévoir. Voilà. Et un préfet, moi j'ai travaillé avec beaucoup de préfets en Guadeloupe, peut-être 4 ou 5 préfets, ils se suivent tous les 2 ans à peu près. Il découvre chaque fois qu'il a un volcan, en plus de toutes les difficultés qu'un préfet a à gérer, il découvre qu'il a un volcan dans son jardin, que c'est un volcan actif, que c'est un volcan dangereux et qui menace les populations. Et il dit, mais non, mais de toute façon, je vous ai vu, vous êtes bien installé à l'observatoire, vous allez nous dire quand le volcan va entrer en éruption, et puis moi, il faut que je siffle la fin de la mêlée, et puis on organise l'évacuation. Sans blague, ils sont comme ça encore. Alors, on le précise à tous les quelques préfets qui pourraient regarder par hasard cette émission, on ne peut pas prévoir au jour près une éruption volcanique, c'est ça que vous voulez leur dire? Tout à fait. Mais vous leur dites tout le temps. Ça veut dire qu'il faut intégrer l'incertitude scientifique dans la prise de décision politique et publique. Et ça, c'est fondamental parce que jusqu'à un certain nombre d'années, les autorités, la population pensaient que les scientifiques apportent la vérité. C'est peut-être parce que les scientifiques nous ont fait croire qu'ils étaient capables de tout prévoir aussi. Tout à fait, entre autres. Et je pense que maintenant, on revient un petit peu là-dessus et du coup, ça change un petit peu la donne. Bon, on avance, Anaïs? Oui, au sujet de la législation, justement, on a une question d'Enzo qui nous demande quelle est la distance minimale des premiers lieux d'habitation sur une zone volcanique. Ah, Ça varie, ça dépend des pays, c'est très variable justement là aussi parce que les autorités font des choix tout à fait différents. Je ne sais pas s'il n'y a pas de standard, je ne crois pas. Non, sur le Merapi, c'est 2,5 km, interdiction de toute occupation humaine. Naples. Mais Naples, oui, c'est probablement il y a plusieurs zones, il y a des zones concentrées. kilomètres, mais parce que... ouais. Ouais. Mais D'accord. ça va Donc, dépendre de la donc magnitude ça varie, des phénomènes. Ouais. Si vous D'accord. voulez, et puis de la géographie, la soufrière de Guadeloupe, vous êtes bloqué entre le volcan et la côte, vous avez 9 km. Ouais. Et ce sont les zones les plus Et si agréables à une nuée vivre. ardente, par exemple, c'est pas ici qu'elle pourrait glisser? Bien sûr, bien sûr. Oui, Mais c'est bien sûr. c'est ce qu'on voit dans l'enregistrement géologique. C'est ce que quand Oui, on parce que non, mais un volcan, on pourrait imaginer qu'il y ait Oui, des côtés qui Oui. soient moins touchés. Mais là, non, on s'est mis bien il n'y a pas que dans la cette ligne. direction, mais pour des raisons complexes, Ok. l'essentiel des dépôts de nuées ardentes, les dépôts d'effondrement de flancs du volcan, c'est tout vers le C'est là sud-ouest que et vers le c'est fertile, sud-est. c'est là que- Et c'est justement là que vous avez des pentes douces qui montent vers le volcan et qu'on s'établit là. Si vous allez au nord Bah ouais. de la soufrière de Guadeloupe, vous avez des volcanismes qui a été érodé, raviné depuis Ouais. 2 millions d'années. Donc là, vous avez des canyons, des ravins, etc. Il faut construire des ponts. On n'a pas de place pour faire des cultures et construire et vivre paisiblement. C'est ça le problème aussi. On a parlé, je sais qu'on a déjà parlé un petit peu de la Réunion, mais on a parlé là des Antilles. On pense à nos amis de la Réunion dans l'océan Indien. Des risques aussi avec le piton de la Fournaise? Tous les quelques milliers d'années, il y a des éruptions explosives violentes au piton de la Fournaise, et c'est ce que montrent les dernières études géologiques, et qui sont, pour l'instant, elles sont en train d'être intégrées dans les nouveaux plans de prévention des risques. Et évidemment, il faut voir comment on intègre ça dans l'aménagement du territoire, parce qu'il y a des textes réglementaires qui ne prennent pas en compte le risque volcanique comme on prend en compte les inondations, les séismes et d'autres. Et ça, c'est un gros problème aussi. Ah oui, d'accord. Alors, je voudrais qu'on revienne un petit peu, parce qu'on y revient régulièrement quand même, mais sur Naples. J'ai lu là qu'on craint une éruption de forte intensité, d'après certaines études.
Pourquoi de forte intensité? Qu'est-ce qui se passe? On sait ce qui se passe à l'intérieur de l'animal, là, de la bête? Quand on dit on craint, c'est parce que c'est la connaissance que l'on a du volcan. On sait que ce volcan a eu un certain nombre d'éruptions et que sur ce nombre d'éruptions, on a des statistiques, il y a un certain nombre d'éruptions qui sont très violentes. Et donc on peut calculer un temps de retour de ces éruptions violentes. Et donc on sait que le Vésuve aura certainement une éruption explosive violente dans les siècles ou peut-être les milliers d'années, parce qu'on sait qu'on a un temps de récurrence qui n'est pas négligeable sur le Vésuve. Mais pour l'instant, il n'y a aucun signe de préparation d'une éruption explosive importante sous le Vésuve. Mais on la craint dans le sens potentiel, c'est-à-dire qu'il faut la prendre en compte, mais ce n'est pas demain. D'accord. Alors, d'après Ni dans un mois, ni dans un an. faites attention à ce que vous oui, dites mais- quand même. D'après ce On que n'est pas complètement un dé qu'on lance comme ça. Hein. On a Non. quand même, Oui, mais il y a des quelques surprises parfois. Il y a des Vous avez bien surprises quand vous êtes considéré à un un état- volcan Non, mais il y a des éteint comme... il y a des surprises quand vous êtes à un niveau subcritique. Oui, Mais d'accord. ce ne sont pas des systèmes qui basculent. Il faut D'un une seul certaine coup. énergie quand même pour que des systèmes... Ça se met bien en sûr. route. D'accord. Un séisme, c'est pareil, ça donne l'impression que c'est comme ça en quelques secondes, mais les forces se sont accumulées pendant des centaines d'années, voire des milliers d'années. Hein. Le cycle Oui. sismique, il s'établit sur le long terme. Hein. Alors, d'après ce que j'ai lu, et d'après la sécurité civile de Naples, il faudrait, en cas d'éruption, il y a environ 700 000 personnes qui seraient dans la zone à risque. Peut-être que les chiffres varient. Il faudrait environ 6 jours pour évacuer cette zone. Est-ce qu'on peut dire que les volcanologues sont capables de prévoir une éruption à 6 jours? Alors, Si, je pense quand même, parce qu'il y a les... Brice? Oui, bah, disons que c'est un volcan qui est surveillé vraiment comme du lait sur le feu, quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup de soins accordés à la surveillance. Maintenant, alors le pas de temps, je pense qu'il est variable. Mais par contre, le problème, c'est qu'effectivement, entre la loi et la réalité, c'est qu'on a fait des périmètres, on a même imaginé des familles qui parraineraient, enfin qui accueilleraient des réfugiés, entre guillemets, en cas d'éruption, dans toute l'Italie, pour que les gens soient accueillis de manière raisonnable et tout ça. Mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont construit sur les flancs du volcan, parce que ça donne une vue magnifique sur la baie de Naples. Et donc ces gens-là... Et sur l'Etna, oui, c'est en ça. face. Et du coup, ces gens-là, on ne sait pas exactement ce qui leur arriverait. Parce qu'en plus, c'est ça, entre le fait qu'on veuille évacuer et ceux qui acceptent de partir, il y a des gens qui restent contre... Non, mais Ouais, là, vous contre tout, hein. qui étudiez les comportements humains, comment se comportent les gens en cas d'évacuation, il y en a qui veulent vraiment rester. Oui, bah ça arrive. Ça s'est reproduit d'ailleurs dans le cas du Japon aussi, hein, où des gens sont restés dans les zones contaminées alors Oui. qu'ils devaient s'en aller. Donc il y a des limites aussi à l'encadrement et à la préparation de ce genre d'événements-là. Et dans le cas de la Campanie, c'est particulièrement compliqué pour tout ce qu'on vient d'invoquer. Il y a aussi des gens qui risquent de perdre leur maison, de la laisser ouverte au pillard, etc. Donc, On a peur de ça, donc bah on oui. a peur de quitter l'endroit. Voilà. D'accord. Et Donc vous pensez, vous, que s'il y avait des risques ou une menace à un moment donné qui était annoncée, une alerte qui Il y a- était lancée, ce serait pas simple du côté de Naples? Non, parce qu'il y a à la fois donc il y a une culture savante qui est celle donc des scientifiques, des gens qui travaillent sur ce volcan, etc., qui est très claire. Mais après, il peut y avoir une certaine forme même de scepticisme au niveau de la population qui va se dire à quoi bon, est-ce que c'est vraiment dangereux ou après tout, on en a vu d'autres et ainsi de suite. Donc là, ça devient très ambigu et très irrationnel. Et ça, c'est tout le problème des alertes qui ont été données. Il vaut mieux en général ne pas se tromper parce que ça laisse des traces. On dit, bah là, on a été évacué, mais finalement, il n'y a rien eu. On peut revenir au cas de la Soufrière, je crois, en 1976, en Guadeloupe. Il y a eu une polémique entre des scientifiques pour dire, ouais, il faut évacuer, non, il ne faut pas évacuer. Finalement, ça a été évacué. 70 000 personnes qui ont été évacuées, Oui, c'est ça? oui. Pendant 6 mois à peu près. Pendant 6 mois, Oui. on a quitté Basse-Terre et toute la région de Basse-Terre. Tout le sud de la Basse-Terre, oui. Les gens ont quitté pendant 6 mois leur maison, leurs activités là-bas. Absolument, oui. Jusqu'à 6 mois, certains ont quitté moins longtemps, mais... Et finalement, on a fini par considérer à la fin qu'il n'y avait pas vraiment eu éruption. Oui, mais ça c'est ce qu'on retient de la polémique entre Tazieff et Allègre. Mais Alors il y avait bien sûr- Tazieff Non, à mais- l'époque, Haroun Tazieff, qui lui n'était pas favorable à une évacuation. Lui pensait que la Soufrière de Guadeloupe était un volcan à faible risque, Ouais, que la probabilité de nuit ardente était quasi nulle ouais. et qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Et il minimisait beaucoup le type de phénomène dangereux qu'on peut avoir, même si on n'a pas de participation de magma. Mhm. Et ça, on a bien vu que déjà... Mais ils ont minimisé des informations qui existaient déjà. Parce qu'il y a eu des éruptions type de celle de 76 qui ont causé des problèmes en Guadeloupe et on n'en parle même pas. Donc là, à nouveau, il y a eu une minimisation de la mémoire collective et on a focalisé sur
un a priori qui était celui de Haroun Tazieff. Et puis, il y avait un autre groupe de scientifiques dirigé par Claude Allègre qui a intégré cette notion d'incertitude, on appelle ça l'incertitude épistémique aléatoire, l'incertitude liée à la connaissance et au phénomène, la variabilité des phénomènes naturels, et qui a dit, attention, on n'a pas assez d'informations, il y a aussi une hypothèse plus sérieuse et il faut la prendre en compte. Et là-dessus est venu se greffer des aspects politiques. Oui, mais un préfet face à deux scientifiques qui n'ont pas les mêmes versions. Tout à fait. Et s'il n'a pas d'outils pour pouvoir peser le pour et le contre, pour pondérer les avis des experts, il va appliquer le principe de précaution de manière drastique. C'est ce qu'il a fait. Et on aurait pu, si on avait développé des outils qu'on développe maintenant, on aurait pu peut-être, il aurait fallu évacuer 20 000, 30 000 personnes, mais pas 76 000 ou 70 000, et pas pendant 6 mois, mais on pouvait évacuer de manière par phase, progressive, et être au plus proche possible de l'évolution de la situation, plutôt que de prendre une décision binaire. On évacue, je suis en charge de l'évacuation, les gens sont évacués, le problème est réglé. Et ça, c'est aussi un des grands enseignements de la crise de 76, qui est une des crises qui fait date dans la volcanologie au sens large, hein. C'est qu'il faut évidemment se soucier du bien-être des populations qui sont évacuées. Et ça, c'est un grave problème. Et c'est ça qui a fait en sorte que cette évacuation a été très mal vécue, parce que les gens ont souffert. Ils ont souffert parce que leur vie a été interrompue, mais ils ont souffert dans les zones d'accueil. Et ils ont souffert au contact des gens qui les ont accueillis. Et il y a plein de problèmes liés à ça. Donc, ce n'est pas juste une histoire de mettre en marche une évacuation. Ce n'est pas aussi simple que ça, ou d'avoir une alerte de l'observatoire. Il y a beaucoup de choses en cascade qui se développent après, et tout ça, il faut le réfléchir avant et s'entraîner, parce que ce n'est pas quand on sera à 2, 3, 4, 6 mois d'une éruption potentielle qu'il va falloir mettre tout ça en place. Et puis, évacuer, pas évacuer, il doit y avoir des intérêts très contradictoires, des intérêts économiques en plus, et tout, si on prend le cas de Naples, ça doit être le cas. La ville ne peut pas s'arrêter, c'est très simple. En fait, comme je vous disais, c'est une des régions les plus actives au niveau économique de l'Italie. Donc c'est inimaginable de partir ou d'abandonner la ville. Donc à partir de là, et puis surtout, il y a quand même une mentalité locale qui est très particulière. Il y a aussi c'est-à-dire qu'il y a l'emprise de la Camorra qui est là. Donc la criminalité étant un fait quotidien, beaucoup plus présent d'ailleurs que le volcan, les gens ont beaucoup plus de problèmes avec ça qu'avec le fait d'être ou pas proche du risque. Donc c'est l'idée de se préserver aussi de ce danger-là qui transforme, si vous voulez, ce que dirait la protection civile ou le gouvernement. Et puis il y a une méfiance aussi par rapport à l'État, par rapport aux autorités civiles de la région. Pas confiance ? Non. Non, les gens s'organisent entre eux. Et si vous voulez, il y a une capacité d'ailleurs d'organisation des gens entre eux qui est tout à fait remarquable, mais qui reste limitée, parce que justement, ils n'ont pas forcément une vision d'ensemble de ce problème-là. Et les Napolitains, alors pendant ce temps-là, pendant que les volcanologues étudient le Vésuve, ils s'en remettent à qui? À leur saint? Oui, c'est ça. Et c'est très sérieux. Ils en ont un d'ailleurs. Oui, c'est le saint protecteur officiel à la fois de Naples, mais aussi même de la Campanie, de la région Campanie. Et c'est San Gennaro, donc Saint Janvier en français, qui est un personnage donc, qui a été martyrisé au début du 2e, 3e siècle de l'ère chrétienne. Et en fait, c'est un peu lui qui sert de baromètre aussi d'ailleurs pour le danger dans la région, puisqu'on est censé avoir gardé des fioles de son sang. Et à des moments bien précis de l'année, on sort ces fioles, et si le sang se liquéfie, c'est un bon signe. S'il ne se liquéfie pas, alors là, ça veut dire que quelque chose de grave va arriver, et peut-être une éruption volcanique. Et il y a un lien très fort. Les scientifiques en tiennent compte du sang C'est suivi par tous les médias nationaux. Hein. C'est vrai ? Ah oui, bien sûr. Et même si, évidemment, il y a plein de gens qui se disent sceptiques, mais il faut quand même attention à ce que disent les journaux par rapport à cet événement-là, donc on ne sait jamais. D'accord, ça nous amène à l'histoire des croyances sur les volcans. Je crois qu'on a des questions. Et oui, Anne Cerise nous suit depuis l'archipel des Vanuatu, dans le Pacifique. Et elle nous indique que chez elle, les volcans sont considérés par les tribus locales comme des dieux. Est-ce que c'est courant ? Alors c'était les époux Kraft qui avaient pas mal travaillé là-dessus, à leur niveau. Mais en tout cas, oui, alors c'est souvent en tout cas des personnages. Et c'est ça qui est intéressant, dans le sens où la nature, on lui attribue aussi une personnalité. Et il y a une personnification du volcan. Oui. Et dans le cas de Naples, par exemple, c'est comme un dieu où ça représente aussi des géants, par exemple. Et il y a une sorte de face-à-face, dans le cas de Naples, entre San Gennaro et le Vésuve. Il y a des tas de gravures, d'ailleurs, qui représentent le saint devant le volcan, en train d'arrêter l'éruption, notamment l'éruption de 1631, qui a été quand même le grand moment européen, même pour la volcanologie, parce que ça a été une éruption extrêmement importante, et qui a été suivie par beaucoup de savants, et qui en plus a été répercutée dans la presse. Donc les gazettes, tout le monde en a parlé, et c'est à ce moment-là que le saint a officiellement, si je puis dire, accompli un miracle,
en arrêtant les nuages de cendres qui allaient recouvrir la ville. Et depuis cette époque, on rend culte encore plus important à San Gennaro, qui est vraiment le grand ennemi, disons, du volcan. Mais il y a des choses assez étonnantes quand même. Justement, on parlait de l'île de la Réunion, il y a cette coulée de lave qui s'est arrêtée juste devant l'église de Sainte-Rose. Sainte-Rose, oui, j'allais justement vous en parler. Oui, tout à fait. C'est ça? Oui, tout à fait. Donc ça crée dans l'inconscient collectif quelque chose de dire il y a une force spirituelle qui peut arrêter les forces du volcan? Ah oui, ça c'est. Alors dans le cas de Naples, c'est évident, et moi j'ai mené des interviews auprès des Napolitains pour voir comment ils voyaient San Gennaro et le Vésuve. Ils se sentent réellement protégés par ce saint-là. Oui. Et vraiment, il y a d'ailleurs plusieurs monuments dans la ville qui marquent les endroits où soit le volcan, enfin l'éruption s'est interrompue. Alors pareil, aux yeux des Napolitains, c'est l'endroit où se seraient arrêtés justement les nuages. On raconte aussi que ça aurait été dévié juste après l'apparition du saint, etc. Donc il y a toute une topographie qui décrit effectivement les interventions, disons, des forces surnaturelles encore dans Naples maintenant. Anaïs. Oui, alors on a reçu une question d'Olivier qui nous demande quels sont les moyens pour savoir quand il y aura une éruption. Est-ce qu'il y a des moyens scientifiques? Est-ce qu'il y a des moyens Est-ce qu'on arrive de mieux en mieux à prévoir les éruptions? Bien C'est sûr. le sens de la question. Oui. On arrive de mieux en mieux à les prévoir, mais Et comment? jusqu'à un certain niveau. Alors en développant un certain nombre de réseaux de surveillance qui impliquent des paramètres physiques et des paramètres chimiques, et puis aussi en intégrant la connaissance géologique. Donc on va enregistrer la sismicité qui est en relation avec la remontée du magma vers la surface. On va enregistrer les gonflements et dégonflements du volcan lorsque le magma remonte vers la surface, ou s'il est pressurisé par des gaz. On va analyser la composition chimique des gaz qui s'échappent, la composition chimique des sources thermales. On a plein d'outils et plein de symptômes qu'on peut étudier comme ça pour connaître aujourd'hui. Donc ce qui manque, c'est quoi? C'est le nombre de volcans observés, le nombre de moyens. Il y a beaucoup de choses qui manquent. Ouais. Je pense qu'il y a un problème fondamental du volcanisme, c'est qu'on a du mal à avoir de l'information qui provient du cœur du système. Pour un cyclone, on peut instrumenter un cyclone. Ça a été le cas d'un cyclone dans les années 90 qui s'appelait le cyclone George, où là, les agences américaines ont mis 1000 capteurs avec des avions, etc. Ils ont récupéré plein d'informations de ces ballons, de ces capteurs qui sont descendus à travers le cyclone, intégré tout ça dans les modèles mathématiques, et ils ont pu comprendre, modéliser la dynamique de comment ce cyclone fonctionnait. On n'a pas de capteur à l'intérieur d'une chambre magmatique. On a des informations indirectes. Et donc, on développe en ce moment des techniques très sophistiquées qui nous permettent d'avoir une imagerie de l'intérieur des volcans pour déjà comprendre la plomberie du volcan et comment le système fonctionne. Et une fois qu'on aura compris comment le système est structuré, comment il fonctionne, on pourra peut-être comprendre quelle est sa dynamique, c'est-à-dire comment ce comportement change dans le temps et dans l'espace et quels sont les signaux qu'on enregistre à la surface. Donc, il y a des choses qui changent. En ce moment, on est un peu à un changement dans l'état de l'art, avec un certain nombre de techniques de géophysique qui permettent d'avoir ce qu'on appelle une radiographie en fait, de l'intérieur du volcan. Donc vous avez une grosse technicité, vous avez plein de choses et tout, mais est-ce qu'on peut considérer que... Le basculement vers une éruption, vers un phénomène éruptif, ça c'est problématique parce qu'il faut comprendre la dynamique de ces systèmes. Et donc ce sont des systèmes qui mettent beaucoup de temps à se mettre en place. Ouais. Il faut détecter ce temps-là pour après comprendre comment ça bascule, parce que ce sont des systèmes non linéaires, c'est-à-dire qu'une très faible variation d'un ou de quelques paramètres a des conséquences importantes sur tout le système. Donc c'est ça la complexité des systèmes volcaniques, c'est des systèmes avec beaucoup de variables, dont on ne connaît pas assez d'informations, et qui sont reliés les unes avec les autres de manière très complexe. Mais on y arrive, on fait des progrès, on y arrive, et on le voit bien puisque le nombre de morts liés aux éruptions volcaniques depuis quelques décennies a diminué, malgré des éruptions très importantes. Alors, pour terminer cette émission, parce que je crois qu'on a pas mal de questions dessus, on va aborder les super volcans. Ça intéresse beaucoup les gens. Oui, là-dessus, on a eu beaucoup de questions sur les super volcans. Donc, Pierre, Vincent, Aurélien, Clément et Tristan ont posé plein de questions sur les super volcans. Pour résumer, est-ce que le super volcan du Yellowstone risque d'exploser ? Et est-ce qu'il y en a d'autres dans le monde? On peut rappeler déjà en quelques mots ce qu'est un supervolcan. Alors un supervolcan, c'est un volcan qui, en général, lors d'une éruption majeure, produit peut-être au-delà de 300 km3 de magma impliqué dans l'éruption, jusqu'à 1000 km3. Yellowstone, c'est autour de 1000 km3. Toba, il y a 70 000 ans, en Indonésie, c'était près de 3000 km3 de magma qui ont été impliqués. Donc vous imaginez la taille. C'est quoi, combien de fois plus qu'une éruption entre guillemets normale?
Oh, c'est peut-être 1000 fois plus, 1000 fois plus. que le Pinatubo, par exemple. La durée de retour des éruptions du Yellowstone, c'est à peu près entre 5 et 600 000 ans. D'accord. Et la dernière a eu lieu à peu près, il y a à peu près 600 000 ans. Ah bon? Tiens Mais donc. ce qui ne veut pas dire que Oui, on est, bien sûr, hein, il faut faire attention à ça. Oui. Donc, je pense que on verra. Alors, après, il y a des Alors, en volcans plus, qui sont. on peut dire que ce sont des volcans en plus qu'on a du mal à identifier parce qu'en général, ils sont tout plats, ils se Oui. dissimulent dans le paysage, Oui, tout à fait, on ne les oui. voit Puis pas ça fait- vraiment. Donc, si on prend Yellowstone pour répondre à la question, quels sont les risques à Yellowstone et quelles en seraient les conséquences? Est-ce qu'on peut le savoir? Ah bah oui, on peut savoir les risques, évidemment. Je pense que la dernière éruption de Yellowstone, on a mesuré plusieurs centimètres de cendres, pas très loin dans l'État de New York. 4, 5 cm, 10 cm de cendres, je pense, dans l'État de New York. Donc vous imaginez, je pense que c'est évident, on voit bien l'ampleur de la catastrophe. Pratiquement l'essentiel des États-Unis ont été recouverts d'une pellicule de cendres, alors de quelques millimètres à plusieurs centimètres, voire dizaines de centimètres. Donc bien sûr, l'effet serait catastrophique, cataclysmal, ça c'est clair. Une dernière question. Oui, alors nous avons reçu 2 petites questions de Gabriel qui nous a posé déjà une question tout à l'heure et qui disait « En quoi sont faites les tenues des volcanologues pour ne pas fondre ? Et est-ce qu'il y a des caméras qui peuvent filmer près d'un volcan et dans les galeries sans fondre ?» Allez, pour terminer, Alors, en tout cas, elles ne sont pas faites en amiante, elles ne sont plus faites en Non. amiante. Il faut le dire, elles sont en fil de quoi? Oh, c'est ce qu'on appelle du Nomex, c'est ce qu'on utilise pour du Kevlar, du Nomex. Il y a plusieurs couches qui sont utilisées pour les courses automobiles, entre autres. Elles permettent de Et- résister à des températures s'approcher à 1000 degrés? Non, il faut un filtre, il faut une pellicule d'or dans le masque, il faut faire attention. D'accord. Il faut faire attention au retour à la chaleur radiative, en fait. Donc il faut que le vent pousse dans le bon sens, sinon c'est impossible. D'accord. Donc ça, c'était la première question. Et puis? Et puis c'était est-ce qu'il y a des caméras qui peuvent Ah, filmer oui. dans les volcans et dans les galeries des volcans? Non, C'est l'outil qui vous manque Oui, actuellement. alors ça, il y a aller des explorer, caméras, ce qu'on appelle maintenant des caméras muoniques, qui utilisent le flux des muons, qui sont des particules cosmiques, qui traversent les volcans, et en fonction de l'énergie de ces particules, elles impactent une caméra, enfin une plaque photo, en fait, une sorte de plaque photo de l'autre côté du volcan, et on les compte, et on arrive à calculer leur énergie, et à avoir une image de la densité du milieu qu'elles ont traversé. Donc c'est une sorte de caméra à l'intérieur d'un volcan, mais ce n'est pas une vraie caméra au sens que vous D'accord. l'entendez. Je suppose que ces deux jeunes qui posent les questions ont peut-être envie de devenir des volcanologues. Vous faites des beaux métiers, quand même. Tout à fait. On a besoin de jeunesse. Hein, et vous aussi, parce que vous n'êtes pas volcanologue, mais vous l'étudiez à travers les sciences sociales, Oui, humaines. c'est ça, oui. Tout à fait, oui. Non, en géographie, on essaie de travailler à cheval entre les sciences de la nature et les sciences de l'homme. C'est pas toujours facile parce que c'est justement des cultures scientifiques assez différentes. Mais pour un objet comme le volcan, on n'a pas le choix parce qu'il faut à la fois comprendre comment ça fonctionne et aussi écouter les populations justement et voir ce qui se passe dans leur tête. Ouais, et les sciences qu'on appelait dures ou qu'on appelle encore dures, parfois se rapprochent des sciences humaines aussi. C'est Oui, nécessaire. tout à fait. C'est la seule chose à faire. Il faut absolument arriver à travailler, bien sûr. Réunir absolument. toutes ces informations pour mieux comprendre tout ce qui Pour se mieux passe. comprendre, et surtout, je pense que ce qui est important, c'est de passer d'une culture de réparation à une culture de prévention. Oui, c'est ça. D'accord. Et on a besoin de toute la société pour faire ça. Très bien, merci beaucoup d'avoir partagé vos connaissances et vos passions avec nous. On vous remercie beaucoup. Merci aussi au public qui était là. Et puis nous, on va se retrouver très bientôt sur l'espritsorcier.org. Ciao.